Et on espère que avec coach Lady Budgetit, ça va vous plaire. Et si vous avez des questions, on vous encourage à lever la main, à ce que vous ouvriez vos micros. On est dans un espace qui est sécuritaire. Nous sommes entre femmes. Et il n'y a vraiment pas de problème à cela. Donc, je vais commencer par partager mon écran. Certaines me connaissent de loin, spécialement sur les réseaux. Donc, je vais partager mon écran. Alors, normalement, vous le voyez. Et alors, donc, comme je le disais, donc, bonjour à tous, mesdames. Donc, aujourd'hui, on parle d'afroprenariat féminin et de finances. Donc, en ce samedi 21 septembre, et on espère que tout va bien pour vous. Donc, je vais me présenter rapidement. Donc, moi, je m'appelle Emma Lécolocher. Comme métier, je suis coach d'affaires et mindset pour les femmes, pour les afropreneurs. Donc, les afropreneurs, c'est les femmes noires qui sont en entrepreneuriat ou qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Donc, je suis certifiée en programmation neurolinguistique. Donc, pour faire simple, c'est une branche de la psychologie. Où on voit beaucoup au niveau du mindset, au niveau du développement personnel, les croyances, etc. Donc, je suis officiellement certifiée et ma mission, c'est d'accompagner 1 million de femmes francophones à travers le monde. Et je pense que avec la grâce de Dieu, j'en accompagnerai beaucoup plus. Mais là, en fait, c'est mon premier palier. Donc, c'est de les aider à ce qu'elles lancent des entreprises solides et pérennes. J'ai aussi un podcast qui s'appelle Afropreneur Dynamique. Et là, vous avez mes informations. Donc, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur LinkedIn. Il y a mon site internet et mon email si vous souhaitez m'écrire. Et, et tantôt, c'est Pulchérie qui va se présenter. Alors moi, pour introduire notre sujet du jour, moi, je vais partager quelques informations sur l'afroprenariat féminin. Spécifiquement, je vais dire en Afrique, mais en fait, ça touche toute la diaspora. Donc vraiment, nous toutes qui sont présentes vraiment partout dans le monde. Donc, pour commencer, alors en 2018, donc vous voyez que ça remonte à 6 ans déjà, mais ce sont les derniers chiffres officiels. En 2018, sur les 570 millions de femmes, de filles qui y avait sur le continent africain, 312 millions étaient entrepreneurs. Donc, celles qui étaient âgées entre 18 et 64 ans. Donc, 312 sur vraiment 570 millions, ça fait plus de 60%. Et évidemment, c'est un chiffre qui est sous-estimé et qui est encore en train de grandir. Et il faut savoir que les femmes afro, en tout cas nous sommes vraiment davantage en entrepreneuriat par rapport aux hommes noirs. Et vous l'avez, je pense que vous le savez parce que même vraiment tout autour de nous, on a beaucoup de femmes, des mères, des grands-mères, des tantes, des sœurs qui sont dans le business. Maintenant, je vais parler du profil de l'afropreneur typique. Parce qu'en fait, oui, les femmes noires, on est beaucoup en business et il y a un profil qui est en train d'être dessiné. Donc, la première chose, enfin, les premières choses, c'est que je vais dire entre guillemets un malheureusement,
On entreprend, c'est par nécessité. Et ça, c'est plus commun aux femmes qui sont en Afrique et dans les Caraïbes. C'est-à-dire que les femmes partent en affaires parce qu'elles n'ont pas le choix. Donc c'est pas parce qu'elles veulent vraiment le faire, mais c'est parce que bah si en fait elles ne le font pas, elles n'ont pas d'argent pour se nourrir et nourrir leur foyer. Donc dans la plupart des pays noirs, l'entrepreneuriat féminin, enfin l'afropreneuriat féminin, il est de nécessité. Par contre, nous qui habitons en Occident, c'est davantage un entrepreneuriat d'accomplissement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'entrepreneuriat de nécessité, mais c'est-à-dire que vu qu'en Occident, nous avons l'accès à certaines choses que dans nos pays d'origine, les femmes n'ont pas. Les femmes qui entreprennent, vous, comme moi, on cherche plus à créer de la valeur que à ce qu'on puisse développer une autre source de revenus, même si ça n'exclut pas cette raison. Et l'afropreneur typique, alors que ce soit, alors ça c'est un peu, bah ça c'est partout là. L'afropreneur typique, c'est un entrepreneuriat qui est à temps partiel. Donc il y a pas beaucoup de femmes et spécifiquement ça c'est en Occident qui sont des entrepreneurs à 100% parce que tout simplement leur entreprise ne leur rapporte pas assez de revenus, donc elles ont un travail à temps partiel. Enfin, elles ont un emploi salarié et elles ont leur business à temps partiel. Majoritairement également, malheureusement, ça c'est un bémol, les femmes lorsqu'elles entreprennent, c'est avec des entreprises qui sont non constituées, donc qui ne sont pas enregistrées juridiquement. Et ça, c'est un problème parce que il y a un manque de protection. Parce que lorsque vous enregistrez votre entreprise, il y a plein d'avantages que vous pouvez avoir et les femmes sont majoritairement, comme on dit, c'est de l'entrepreneuriat sous la table où vraiment les revenus ne sont pas déclarés, etc. Et pour terminer, alors, la majorité des femmes qui sont en entrepreneuriat sont très peu formées, que ce soit au niveau financier ou au niveau technologique. Et c'est vrai qu'avec coach Pulchéry et moi-même, on insiste vraiment sur la formation dont cette masterclass aujourd'hui. Et enfin, les secteurs principaux où on trouve les femmes afropreneurs, ça va être l'agriculture. Donc ça, c'est plus dans nos pays d'origine, la vente de produits et de services. Et là, c'est la dernière chose, c'est que le bémol, c'est qu'on a énormément de potentiel, mesdames, mais qu'on a très peu accès aux ressources financières et à de l'accompagnement. Et c'est ce qui va vraiment provoquer l'handicap et le développement de nos entreprises sur le long terme. C'est pour ça que les femmes afro, elles ont des entreprises qui restent qui restent à la même taille où vraiment les entreprises meurent au bout de 3, 4 ans parce elles n'ont pas l'accès à des accompagnements. Donc voilà, je vais arrêter le partage. Et ça, c'est ma partie. Donc, c'est tout pour moi pour le moment. Et je ne sais pas si vous avez des questions. On vous invite à lever la main. Et après, c'est un coach Pulchéry qui va prendre la main. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Ah, Rachidata.
Ah, ça, je suis d'accord. D'accord. Déjà, merci pour cette très belle présentation, formidable. Ça montre qu'il y a eu beaucoup de recherches derrière. Alors, ma question, c'est vraiment de comprendre un peu, déjà dans le contexte ici canadien, pour ces femmes dont on parle qui certes travaillent à temps partiel et en même temps se lancent dans l'entrepreneuriat. Est-ce qu'on a aussi des données pour comprendre en fait c'est quoi les difficultés ou qu'elles rencontrent le plus? Est-ce que c'est plus la gestion de la famille, le manque de temps? Est-ce qu'il y a ces comment elles arrivent à gérer? Parce que l'une des questions qui revient souvent quand les entrepreneurs se lancent, ils disent ils n'ont pas le temps, ils ont du mal à gérer le temps. C'est la question vraiment au niveau du temps. Si je sais pas s'il y a des données autour de ça, par exemple. Alors, moi, je vais te répondre rapidement dans le contexte canadien, mais ça touche toutes les femmes parce que, comme tu l'as dit, nous sommes beaucoup prises par les tâches domestiques et donc ça prend le dessus sur notre vie professionnelle. Et coach Pulchéry après va compléter. Moi, alors je ne l'ai pas mentionné et à chaque fois j'oublie, c'est que dans ma carrière de coach, j'ai accompagné plus de 200 femmes par rapport à leur projet entrepreneurial, que ce soit ici que ce soit donc ici au niveau du Canada, que ce soit en Afrique de l'Ouest principalement. Et il y avait trois choses, il y avait trois obstacles que j'ai remarqué. Le premier obstacle, tu l'as dit, c'est l'organisation familiale, notamment avec le manque de soutien. Il y a beaucoup de femmes qui sont mères célibataires, ou qui endossent tout, qui ont plusieurs travails. Et puis, bah, pour le côté familial, ça prend énormément de temps. Et pour leur projet business, bah, elles ont très peu de temps. La deuxième chose, c'est l'aspect, je te dirais, la formation. Pas, les femmes, en fait, se lancent et ne sont pas formées. C'est-à-dire que elles ont l'impression, elles vont se dire, bon, moi, j'ai du beurre de karité chez moi, je vais le vendre. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est quand on se lance en entrepreneuriat, c'est qu'il y a un besoin et auquel tu vas répondre. Et donc ça, c'est toute une formation, c'est un accompagnement. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, je dirais, c'est l'aspect financier. C'est que tout simplement, et c'est pour ça que coach Pulchéry, elle est là pour vous, c'est vraiment sa spécialité, où tu organises tes finances pour que tu puisses démarrer ton entreprise. Et en fait, les finances sur le long terme, ça bloque beaucoup de femmes. Donc, et j'espère avoir répondu à ta question, mais coach Pulchéry, elle va mieux compléter. D'accord. C'est vraiment bien. Merci. Est-ce qu'on a une autre femme qui... Ok, Laure, vas-y, ouvre ta caméra et pose-nous ta question à la coach Emma. Voilà. Oui, bonsoir, j'ai une question de curiosité. J'espère que vous me suivez. Ma question est dirigée vers, pensez-vous que toute femme est portée à pouvoir entreprendre ou il faut nécessairement toujours se former pour pouvoir entreprendre? Merci. Je peux, coach Emma, je peux répondre à cette question. Alors, moi, je pense que toute femme a un don. Et je suis chrétienne et je pense que, bon, je ne sais pas pour Aïssatou, je ne veux pas te catégoriser, mais voilà, par rapport à ton nom, je suppose que tu es musulman. Mais en tout cas, la Bible et le Coran, d'un côté, se rallient dans le sens où lorsque tu as un don, voilà, il faut le développer. Il faut le développer et le mettre, comment dire, et le mettre à profit pour d'autres personnes qui, voilà, qui seront dans le besoin de ce que tu sais faire, de ce don que tu as, que le Seigneur a mis en toi et que tu as développé. Parce que la Bible le dit.
je vais un peu sauter, aller directement dans l'un des versets que je vais partager avec vous, la parabole des talents, qui dit que, voilà, lorsque tu as ce maître qui avait remis des talents, de l'argent à ses serviteurs et s'en est allé, et par derrière, il y en a deux qui ont multiplié ce talent-là. Et en fait, le fait que tu as un talent, le fait que le Seigneur ait mis un talent à toi, pour moi, je pense que, voilà, tu devrais le développer et tu devrais le monétiser parce que même la Bible dit, tout travailleur mérite son salaire. Si tu as travaillé pour quelque chose, tu mérites d'être payé parce que si tu n'es pas payé, ça peut être en nature, ça peut être en biais et tout ça. La paye n'est pas toujours, voilà, côté argent, ça peut être de n'importe quelle nature. Mais l'essentiel est que tu dois être rétribué par rapport à ce que tu apportes comme point positif à quelqu'un. Ça, c'est ma réponse. Et pour moi, je pense que, j'ajouterais encore que lorsque si je me trompe pas, tu parlais de est-ce que toutes les femmes sont appelées à l'entrepreneuriat? Oui, parce que déjà, même dans ton foyer, tu es une entrepreneur. Le fait de devoir gérer toute une famille, c'est pas donné. Donc, pour moi, toutes les femmes sont appelées à être entrepreneurs. Ça, c'est ma pensée. Moi, j'ajouterais également que oui, on est tout appelé à être des entrepreneurs à certains niveaux, mais il faut pas se mettre la pression parce que on est dans un monde où depuis un peu moins de 10 ans, l'entrepreneuriat, c'est comme si c'était la seule voie et si tu n'es pas entrepreneur, t'as raté ta vie. Donc ça, c'est totalement faux et les réseaux sociaux sont venus mettre ça encore plus alors que c'est pas vrai. Donc si vous êtes salarié, et que vous voulez juste entreprendre comme la majorité des femmes à temps partiel, c'est très bien. Moi, pour ma part, je suis à 100%, mais c'est mon choix. Et puis, ça demande des choses. Mais la majorité des femmes que j'accompagne sont à temps partiel et ça se passe très bien. Donc, moi, je suis d'accord avec coach Pulchéry. Et je vous dis, faut vraiment pas se mettre la pression par rapport à l'entrepreneuriat. Ce n'est pas une mode. Il faut simplement se dire si c'est bon pour moi ou pas. Donc, je laisse coach Puchéry pour la suite, parce que c'est elle qui... Merci. Alors, je vais partager mon écran et on va passer au côté financier. Voilà. Donc, Ouais. voilà. OK. Alors, comment organiser tes finances personnelles pour démarrer ton entreprise dès maintenant? Donc, comme coach Emma, je vais me présenter pour celles-là qui ne me connaissent pas. Alors, je suis Pulchéry Tango, coach en finance, mais de fonction, voilà, ma spécialité, la base en fait, parce que comme coach Emma l'a dit tantôt, les femmes, ce sont ces femmes-là qui sont salariées et qui entreprennent de côté. Je suis la preuve vivante devant vous parce que je suis kinésithérapeute de formation depuis bientôt 4 ans, pratiquement 5 ans aujourd'hui. Je suis coach en finance, dont j'aide les femmes, j'accompagne les femmes à mieux gérer leur argent, en fait, les femmes salariées financières, parce que pour gérer quelque chose, pour apprendre à gérer de l'argent, il faut bien que tu aies des entrées. D'accord? Donc, je suis coach en finance et je suis depuis 2 mois autrice. Autrice parce que j'ai eu à sortir mon livre, voilà, mon planificateur budgétaire qui dit coach finance devrait vraiment avoir un planificateur budgétaire et qui dit gérer ses finances devrait suivre ses finances. Et suivre ses finances, ça veut dire avoir un planificateur budgétaire. Donc, où me trouver? Je suis sur YouTube, TikTok, voilà, Instagram, avec le nom de Lady Budgetit.
Et je suis aussi sur Facebook. Voilà, c'est ma plateforme vraiment de communication Facebook avec le nom de Pulchérie Tango. Voilà, pour celles-là qui veulent me suivre. Donc, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? De quoi allons-nous parler? De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Dans un premier temps, nous allons voir comment rembourser ses dettes, économiser, épargner en même temps. Dans un deuxième temps, comment établir un budget et quelles sont les stratégies pour les respecter. Et pour finir, comment utiliser ton épargne pour lancer ton entreprise. Donc, Proverbe 22 nous dit, verset 27 nous dit, le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Ce verset, c'est un verset qui m'a toujours accompagné et qui m'accompagnera toujours parce que je refuse d'être cette personne-là qui sera esclave de l'autre. La Bible dit que nous devons être ceux-là à qui les autres empruntent de l'argent, quoi que ce soit. Mais comme nous sommes dans un domaine financier, donc c'est plutôt les autres qui devraient nous devoir, pas nous qui devrons devoir aux autres. Donc, dans un premier temps, nous allons voir comment prioriser les dettes et les taux d'élévation. Il est très important, Mélodie, avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat, et lorsque vous vous lancez même dans la gestion de vos budgets, si vous avez des dettes, il est très important que vous puissiez d'abord vous libérer de ces dettes parce que tant que vous serez endetté, vous serez l'esclave de la personne à qui vous avez emprunté de l'argent. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être un ami, ça peut être les banques. Et nous savons comment est-ce que les banques, lorsque nous prêtons de l'argent dans les banques, les taux d'intérêt, en fait, ce sont même les taux d'intérêt qui nous asphyxient. OK? Donc, il est très bon de commencer par rembourser tes dettes avec les taux d'intérêt les plus hauts. Et surtout les cartes de crédit et ce qu'on appelle très communément les cartes à la consommation. OK? Ceux-là qui ont les taux les plus élevés. Car elles coûtent plus cher même que la dette. Donc, c'est un bon moyen déjà de réduire le montant total de tes remboursements à long terme. Épargner tous les mois, même si c'est un petit montant, c'est très, très, très important. Lorsque tu te lances dans le système des enveloppes budgétaires, et je le dirai toujours et je conseillerai toujours aux femmes, tu as la dette, oui, tu as la dette. Mais sache que à côté de ta dette, tu devrais mettre de côté, tu devrais ouvrir un compte, ce qu'on appelle communément le fonds d'urgence. Parce qu'avec ce fonds d'urgence, tu réussiras à pallier, voilà, à une urgence, comme le dit son nom, à une urgence pour ce besoin-là. Même si, comme je disais, tu as les dettes, mais même si ce n'est qu'une petite somme, 2%, 5%, 10%, on dit souvent, d'habitude, moi je conseille 20% de ton revenu. L'idéal serait 20%, mais lorsque tu as la dette justement, mets de côté ce que tu réussis, mais il faut mettre quelque chose de côté. Il faut ne concentre pas tout ton argent pour rembourser la dette. Rembourse la dette, mais mets aussi quelque chose de côté pour assurer tes derrière. Et la troisième étape, c'est de réduire tes dépenses non essentielles. Ça, c'est un truc qui nous tue, les femmes. Ça, c'est un truc qui vraiment nous asphyxie parce qu'on a vu le sac Gucci dernier sorti, on veut absolument le voir, alors que là, ça ne nous sert pas. Fais attention à tes dépenses. Réduis les achats impulsifs. C'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est quelque chose sur lequel nous devons travailler. Tu dois travailler ça. Dis-toi que lorsque tu vois quelque chose qui te plaît, lorsque tu vois un article qui te plaît, donne-toi la règle de 72 jours, qui est la règle de 3 jours. C'est-à-dire quoi? Si pendant ces 3 jours que tu t'es donné,
pour décider d'acheter cet article-là, tu ressens toujours le besoin de l'acheter, alors fais-le. Parce que tu dois faire la différence entre le besoin et et ce qui et l'envie. Parce que parfois, ce n'est qu'une envie qu'on a. Oui, coach Emma. Non, non, je te laisse terminer. J'allais juste ajouter un truc. Non, tu peux Mais ajouter. ah, non, oui, je suis parfaitement d'accord avec toi. J'allais aussi ajouter que les achats qui sont aussi impulsifs, ça peut être quand on va faire nos courses et que on achète des choses qui sont pas sur notre liste. Ça peut Voilà. être juste ça, et puis en accumulant, et bah, ça dépasse, on fait des entorses à notre budget. À notre budget parfaitement. Il y a ma coach en finance, celle avec qui voilà, je me suis lancée dans la gestion de mon budget, qui disait toujours, avant d'aller faire tes courses, mange. Parce que lorsque tu entres en boutique ou alors dans les supermarchés avec le ventre vide, tu te retrouves à acheter, comme la coach m'a dit, des choses qui n'étaient pas sur ta liste. Tu vas voir un pain au chocolat, tu vas dire, ah oui, comme j'ai faim, il faut que je le prenne. Non, tu te remplis bien la panse, tu prends ta bouteille d'eau. Moi, je marche toujours avec ma bouteille d'eau, tu le mets dans ton sac pour éviter de voir les jus de fruits qui n'étaient pas sur ta liste et de l'acheter. Donc, vraiment, faisons attention à ces dépenses impulsives, compulsives. OK? Et il y a aussi, tu peux aussi utiliser justement des applications de gestion telles que Banking, Lixo, Wallet. Moi, particulièrement, je vais vous donner mon exemple. J'aime pas trop les applications. Pourquoi? Je vous donne la raison. Parce que chacun doit trouver son équilibre, en fait. OK? Chacun doit trouver ce qui lui va le mieux. Pourquoi j'aime pas les applications? Parce que justement, avec l'application, il te faut utiliser la carte. Et moi, lorsque j'ai décidé de prendre mes finances en main, c'était justement de réduire l'utilisation de ma carte de crédit. Parce que quand tu as ça, c'est quelque chose de bien, mais c'est aussi quelque chose de diabolique. Parce que quand tu l'as, tu es tenté tout le temps à le mettre partout, à retirer de l'argent, à faire des chats. Alors que lorsque peut-être tu utilises le physique, comme moi je le fais avec mon budget, moi je retire la somme dont j'ai besoin sur le mois et je le catégorise et c'est comme ça que je fonctionne. Mais pour une autre personne, pour une autre femme qui est là aujourd'hui avec nous, justement, peut-être c'est l'application qui te va le mieux par rapport au physique. Donc, il faut voir entre les deux ce qui te correspond le mieux. OK. Comment donc établir un budget et quelles sont les stratégies pour le respecter? Tout à l'heure, Laure nous a posé une très belle question et comme je vous l'ai dit à ma réponse, que c'est là que j'emboîtais, j'empiétais déjà sur ce que je vais partager avec vous, qui était la parabole des talents. Nous avons tous des talents. Il y a quelque chose que nous savons faire. Il y a quelque chose que lorsque tu le fais, les gens vont te dire, waouh, mais comment tu as fait? Comment est-ce que tu t'es pris? Euh, Même seulement le fait de donner peut-être un conseil, être un conseiller sur des problèmes spécifiques de la vie, c'est déjà un talent parce que c'est pas donné à tout le monde. OK? C'est pas donné à tout le monde d'être quelqu'un qui conseille. C'est pas donné à tout le monde d'être une coach qui accompagne des milliers de femmes, des centaines de femmes pour ouvrir leur entreprise, pour prendre soin de leur argent. C'est pas donné. Donc, ce sont des talents et tu dois connaître ton talent. Si tu ne le connais pas, demande-le à Dieu, il va te le montrer. Je suis la preuve vivante. Voilà. Donc, ouvrir un compte bancaire spécifique pour ton entreprise. Il est très important que tu puisses faire la part des choses. Tu dois avoir ton compte bancaire personnel et avoir ton compte bancaire pour ton entreprise afin de ne pas voilà, être dans le trouble. Mais est-ce que ça, c'est l'argent qui vient de mon compte ou de mon entreprise ou alors mon argent personnel? Donc, pour éviter toute source de frustration dans ton futur, ouvrez le plus tôt possible un compte qui servira uniquement à
ton entreprise. Moi, aujourd'hui, j'ai mon planificateur budgétaire et j'ai ouvert un compte spécialement pour ça, pour que ça n'empiète pas avec mon salaire de kiné, pour que je puisse savoir que ce mois-ci, j'ai eu à faire 10 000 ventes, j'ai eu à faire 200 000 ventes, ainsi de suite, pour aussi avoir un contrôle sur ce qui entre et sur ce qui sort de mon compte personnel et de mon entreprise. OK? Cela te permettra justement de séparer, comme je l'ai dit, de séparer dès le départ. Parce que si tu ne le fais pas dès le départ, tu risques vraiment de t'embrouiller et il te servira aussi pour ton BFR dont je laisse la coach Emma. Elle vous l'expliquera mieux, voilà, ce concept-là. Dans l'étape 2 de comment budgétiser, connaître précisément quels sont tes revenus et tes dépenses. Commence donc par noter combien est-ce que tu gagnes et combien est-ce que tu dépenses chaque mois. Si je gagne 1 000 € et que je dépense 1 500 €, tu vois qu'il y a un déséquilibre. C'est pas normal que tu puisses gagner 1 000 € et tu dépenses 1 500 €. Tu vis comme quelqu'un qui gagnait 1 500 €. Non. Donc, il est important que tu puisses faire une liste de tes entrées d'argent. Ça peut être ton salaire, ça peut être justement ton entreprise. Si tu as déjà créé l'entreprise, ça peut être les allocations familiales. Pour nous qui sommes en Europe, en Occident, qui nous avons ces entrées d'argent-là, ça peut être ta pension retraite. Bon, nous ne sommes pas encore au niveau de la retraite parce que nous devons encore constituer notre retraite. Voilà. Et ça peut être tout, en fait, toute entrée d'argent que tu peux avoir reçue dans le mois, inclus donc toutes tes dépenses fixes et tracer justement aussi toutes tes dépenses, c'est-à-dire tes dépenses fixes et tes dépenses variables. OK? Donc, tes sorties d'argent. Comme exemple des dépenses fixes, voilà, on a le loyer, tu as ceux qui ont les abonnements de bus, les factures. Bon, parfois, dans certains pays, je crois en France beaucoup plus, ils ont ce système on paye l'eau à la fin du mois, on a un forfait. Et si le forfait, voilà, si tu atteins le forfait, c'est bien. Si tu as moins, voilà, on te rembourse. Mais pour nous, je vais prendre l'exemple pour moi qui suis en Italie. Moi, je paye mes factures tous les bimestriellement. Et je connais même déjà plus ou moins combien moi je paye par mois. Donc, tu peux déjà décider que ça peut être une dépense fixe pour toi. Donc, tu te dis chaque mois, voilà, je vais mettre 100 €, 150 € de côté pour mes factures. Et comme dépenses variables, on a les courses, on a les sorties, on a les loisirs, donc tout ce qui peut être dépenses variables pour toi. Et aujourd'hui, justement, je voulais vous partager la règle la plus utilisée, OK, parmi plein de femmes, plein de personnes, lorsqu'elles se lancent dans la gestion, c'est la règle de 50, 30, 20, qui dit que quoi? 50% de ton revenu doit aller sur tes besoins essentiels. Écoutez bien, doit aller sur nos besoins, pas sur les envies, sur nos besoins essentiels. Logement, nourriture, transport, santé. Pour ceux-là qui n'ont pas les cartes ou alors des assurances santé, comme beaucoup de personnes, voilà, comme je le dirais en Afrique, mais bien qu'en Afrique déjà, ce système-là commence à grandir en fait, à être visible. On a 30% de nos revenus qui doit justement donc être dédié à nos loisirs, à nos envies, sorties, shopping, voyages, faire des cadeaux aux proches, Noël, voilà, des trucs comme ça. Et 20%, comme je vous le disais tout à l'heure, 20% de ton revenu, de nos revenus, devrait aller dans nos épargnes, dans l'investissement et le remboursement de nos dettes. Pour aller plus loin, tu peux utiliser, comme je l'ai déjà précisé, le système des enveloppes budgétaires. Ce que moi j'utilise aujourd'hui, ça fera déjà 5 ans. C'est un système que j'ai découvert. Je me suis lancée et jusqu'à aujourd'hui, ça ne m'a fait que du bien. Laissez-moi vous dire un petit témoignage de moi par rapport à ce système. C'est avec ce système que j'ai eu à organiser mon mariage.
avec mon mari. On n'a pas d'habitude en Afrique, voilà, quand quelqu'un, même pas en Afrique, partout, on sait que voilà, quand les gens se marient, il y a des, voilà, c'est chacun qui veut donner sa part. Nous, on n'a pas eu d'aide. Mon mari et moi, nous avons mis en place une épargne pour notre mariage. On a décidé d'un montant des dépenses que nous devons faire et c'est comme ça que nous avons organisé notre mariage et tout s'est très bien passé. C'était juste un petit témoignage en passant pour vous dire qu'avec le système des enveloppes budgétaires, on peut faire des merveilles, mesdames. Tu peux mettre sur pied ton entreprise. Oui, ma coach. Ben, c'est un très beau témoignage. Je voulais ajouter également, pour aller plus loin avec cette règle-là, il y a aussi ce qu'on invite à faire, surtout lorsqu'on a un projet de business, c'est d'apprendre aussi à vivre vraiment en dessous de ses moyens. Les moyens. Donc, c'est des sacrifices ou c'est des choix qu'il faut faire pendant un certain temps. C'est vrai que toi, ça fait 5 ans, comme tu l'as mentionné, que tu utilises les enveloppes. Il y a des personnes, parce que on parle d'afroprenariat féminin, parce que elles ont vraiment en elles un projet de business, elles vont faire le choix de, pendant un certain nombre d'années, je vais vivre bien en dessous de mes moyens. Même si j'ai un salaire qui est confortable, je ne vais pas vivre à la hauteur de mon salaire. Donc, je vais réduire, parce que mon but, c'est de lancer et de développer mon business ou bien, bah, mon but ou bien c'est un autre but là. Mais ça, c'est pour aller encore plus loin que la règle des 50-30-20. Ça peut être au niveau des loisirs. Au lieu d'être 30%, ça peut être 15. Il y en a qui font ça. Donc voilà, c'était juste mon petit commentaire. D'accord, merci. Donc, comme je vous disais, avec l'utilisation des enveloppes budgétaires, voilà, tu payes plus. En fait, tu fais tes dépenses plus en cash qu'en carte bancaire. Et c'est ce que je vous ai dit dès le départ. Moi, ça m'a beaucoup aidé parce que mon objectif principal était d'éliminer mes dépenses en carte bancaire parce que je dépensais vraiment et pour rien. Et vraiment pour rien. Et beaucoup de femmes sont dans ce cas. Croyez-moi, vous ne pouvez pas savoir, mais beaucoup de femmes, j'ai eu à avoir beaucoup de femmes dans mes différents ateliers, dans mes différents challenges, qui c'était ça leur problème. On a des cartes, on dépense, on ne compte pas. Donc, lorsque tu veux, comme la coach l'a dit, vis au-dessus. Tu gagnes 1 000 euros, dis que voilà, je gagne 1 000 euros, mais je vais vivre avec 800, 700 euros. C'est ce que moi je fais. Vous n'allez pas le croire, je suis coach, je suis autrice et je suis salariée, mais je vis exactement au-dessus de ce que je gagne. Pourtant, je peux bien dépenser, mais c'est parce que c'est un choix, parce que j'ai encore des choses à montrer, j'ai encore des choses à entreprendre. Voilà, donc je préfère focaliser mon argent sur des projets. Et un autre témoignage, c'est ce planificateur dont je vous ai parlé, c'est justement aussi avec l'épargne. Parce que j'ai mis de côté de l'argent et j'ai payé une maison d'édition, j'ai payé un graphiste pour peaufiner le planificateur. Mesdames, vous pouvez faire beaucoup de choses. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec la volonté, avec la patience, avec la discipline. Sachez-le, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Voilà. Donc, dans l'étape 4, ajuster régulièrement ton budget. Ajuste régulier. Qu'est-ce que je veux par là dire? C'est que lorsque tu as ton revenu, justement, il faut que tu saches que chaque mois, tu ne vas pas dépenser la même chose. Parce que quoi? Parce qu'il peut arriver, comme dernièrement avec la coach, on discutait et je lui expliquais justement le système des enveloppes et comment ça fonctionnait. Et je lui disais, tu sais, moi, chaque mois, les dépenses que je fais peut-être au niveau alimentaire sont différentes mois par mois. Parce que parfois, il y a des mois où coach, il y a des commentaires
je crois qu'il y a des questions. Je vois deux Non, commentaires. non, c'est moi, j'ai mis le lien j'ai mis ton lien pour Amazon par rapport à ton planificateur. Ah, d'accord, merci. Et donc, comme je disais, il y a parfois, tu dois faire de gros achats pour le mois et parfois, il te faut juste des petits compléments d'aliments pour le mois. Donc, le fait de regarder régulièrement tes dépenses te permet justement d'ajuster ton budget en fonction du mois. C'est normal de devoir adapter son budget au fil du temps. Ne dis pas que, et ne te dis pas que tu dois avoir un taux fixe pour tes courses, tu dois avoir un taux, non. Parce que si tu vas comme ça, ce n'est pas bon, déjà mentalement pour toi et même pour tes finances. Parce qu'il peut arriver que un mois, tu gagnes plus qu'un autre mois, OK? Et il va falloir justement euh, 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 ajuster ça pour pouvoir vivre, pas survivre. Moi, je dis souvent à mes dames du groupe que nous ne devons pas survivre, mais nous devons vivre. Tu dois vivre et non survivre. Et mon professeur d'investissement, parce que là, je suis aussi en train de me former, là maintenant, je suis en train de me former dans l'investissement. Mon prof d'investissement, il me dit toujours, Pulchérie, tu dois super vivre. Et c'est ce que je veux pour vous, mesdames, aujourd'hui. Je veux que nous soyons des femmes qui demain, aujourd'hui, on est en train de vivre et que demain, nous allons super vivre. OK? Vous, vos enfants, vos progénitures, les enfants de vos enfants. Moi, je suis dans l'optique de laisser quelque chose qui ira de génération en génération pour ma famille. Enlève-toi cette peur d'aller voir ton compte bancaire. Tu dois le vérifier chaque semaine. Oh, c'est vrai. Moi, j'avais cette peur-là. Et beaucoup de femmes, je t'assure, beaucoup de femmes, elles me disent, puis chérie, mais j'ai peur. Non, c'est ce que tu as et tu dois voir pour que ça puisse te booster, pour que ça puisse te réveiller en fait. Pour que ça puisse te réveiller. N'aie pas peur de checker ton compte. N'aie pas peur de le faire chaque semaine, 2 fois par mois, 3 fois par mois, mais tu dois le faire parce qu'il faut que tu te réveilles. Il faut que tu saches combien tu as dans ton compte. Et la dernière partie, ce que je vais partager avec vous, c'est comment utiliser maintenant ton épargne pour lancer ta future entreprise. Proverbe 31, la femme vertueuse. Voici aussi l'un des passages de la Bible que j'affectionne particulièrement parce que je veux être cette femme-là. Je veux être cette femme qui entreprend, qui a sa maison, qui prend soin de sa maison, qui a des champs, qui a des entreprises, ça et là de partout dans le monde pour ma famille. Nous devons être des femmes vertueuses. En commençant par quoi? Avoir un fonds d'urgence. Avant d'investir dans ton budget, garde de côté 3 à 6 mois de tes dépenses courantes personnelles, donc de tes dépenses besoins, ce qu'on appelait plus haut les besoins essentiels. Car ce fonds te permettra de faire face aux imprévus sans stress, sans paniquer, sans avoir de la colère contre quelqu'un, sans avoir de la colère envers tes enfants, envers ton mari qui n'ont rien fait. Parce que oui, j'ai eu à voir une femme, j'ai eu à coacher une femme, accompagner une femme comme ça, qui m'a dit un jour, coach Pulchérie, mais à un certain moment, je me trouvais à gronder les enfants alors qu'ils n'ont rien fait. Je me retrouvais parce que je suis endettée, parce que je ne sais pas par où mettre la tête. Mets de côté un minimum de 3 mois de ton salaire, de ton revenu, un maximum de 6 mois. Surtout que les premiers mois, voire les premières années, on génère peu d'argent avec notre entreprise. Oui, hein, que personne ne vous manque. Ce n'est pas que dès que tu vas lancer l'entreprise, ça va, pour certaines, ça va le faire, mais pour d'autres, non. Donc, mets-toi en tête que les premières années, tu dois bosser. Tu dois bosser et c'est en bossant que le fruit arrive. Donc,
part du fait que tu dois mettre un minimum de 3 et un maximum de 6 mois de ton revenu comme fonds d'urgence. Et c'est un argent que tu ne dois pas toucher. Ouvre même un compte épargne pour ça, pour séparer, comme on l'a dit tout à l'heure, sépare ton compte d'entreprise à ton compte personnel. Et c'est la même chose avec ton fonds d'urgence. Ouvre un compte épargne pour mettre cet argent de côté. Ne le mets pas, ne le mélange, ne le laisse pas dans ton compte parce que laisse-moi te dire que tu vas toucher à cet argent sans t'en rendre compte. Planifier les coûts de démarrage. C'est tout simplement de faire une liste des choses dont tu auras besoin pour démarrer, en commençant par le matériel, les outils de marketing ou de gestion de clients, OK? Utiliser ton compte, ton épargne pour financer, voilà, ces besoins essentiels-là, mais cherche aussi d'autres sources de financement, si nécessaire, comme les tontines, les bourses, OK? Prépare le fonds pour ton BFR, besoin en Ok. fonds de roulement. Et cette partie, je vais la laisser à la coach Emma. Elle vous expliquera. Oui, alors, le BFR, c'est un terme comptable, mais qui est très simple à comprendre. En fait, il y a les coûts de démarrage. Donc, c'est vraiment tout ce qui concerne lorsque on veut lancer son entreprise, que ce soit de services ou même de produits. Il y aura, il y aura l'achat de matériel et tout ça. Mais le BFR, c'est l'argent dont tu as besoin c'est l'argent dont tu as besoin donc pour que ton entreprise fonctionne tout le temps, même si tu ne fais pas de vente. Et chez les femmes entrepreneurs, chez les afropreneurs, c'est beaucoup ça qui font que ça crash au niveau de leur entreprise. C'est-à-dire elles ont plus ou moins prévu ce que ça va leur coûter pour en fait lancer leur business, mais pas pour, je vais dire, l'entretenir. Donc c'est pour ça que tantôt, coach Pulchéry vous a parlé des enveloppes budgétaires et notamment de vraiment commencer à séparer dès maintenant votre compte perso et votre compte pour votre entreprise. Donc, il y a plusieurs dépenses qui rentrent dans votre besoin en fonds de roulement. On a par exemple les frais bancaires parce que quand vous avez un compte, il y a des frais bancaires, donc dépendamment du forfait que vous avez choisi, il y a des assurances. Par exemple, moi, j'ai fait l'accompagnement de plusieurs femmes qui se lançaient en tant que traiteurs et qui n'avaient pas d'assurance. Mais je leur disais, mais qu'est-ce qui se passe si tu vends ton plat et que la personne, il y a des allergies et qu'elle se retourne contre toi. Donc là, t'es juste foutu. Donc, il faut avoir des assurances et ça coûte un prix. C'est par mois, c'est par année. Donc, voilà. Il y a bien évidemment les logiciels. Donc, si vous utilisez Zoom, les logiciels comptables et tout ça, et les achats de fournitures. Par exemple, vous vendez du beurre de karité, vous en vendez un peu, mais il faut que vous rachetiez du stock. Et bah, ce stock-là, il faut avoir l'argent pour le financer. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le BFR. Alors, coach Puchéry, t'es allé un peu trop vite, mais je te laisse l'étape 4. Bah, j'ai terminé. D'accord, sorry. Alors, réinvestir les profits. Eh oui, mesdames, lorsque tu as du bénéfice, tu dois réinjecter. Réinjecter dans ton éducation financière, réinjecter dans ton éducation même entrepreneuriale, OK? Parce que on dit toujours, on apprend chaque jour et il faut toujours être à la quête de la connaissance. Tu ne peux pas tout savoir en un jour, non. Donc, ce que tu
ce que tu as comme profit, comme bénéfice, ok, tu dois continuer à l'épargner ou à le réinvestir, comme je l'ai dit tantôt, dans ton éducation. Tu dois le réinvestir dans l'achat de tes produits. Tu dois le réinvestir même peut-être dans l'investissement de la bourse. Ça dépend quel style d'investissement que tu veux faire, mais il est important que tu puisses réinvestir les profits. OK? Et pour finir, on a le réinvestissement de ton retour d'impôt. Quand tu as une entreprise enregistrée juridiquement, tu devras produire des déclarations d'impôt annuelles en déclarant tes revenus, tes dépenses et les pertes. Selon la situation donc, de ce que tu as eu à avoir au courant de l'année, tu pourras justement avoir des remboursements parce que oui, lorsque tu déclares et que tu montres ce que tu as gagné, ce que tu as dépensé et les pertes que tu as, voilà, il y a cette possibilité que l'État te rembourse, voilà, comme on le dit ici en italien, ti viene incontro, te rembourse, voilà, une partie justement de tes pertes et des dépenses que tu as et même aussi de ne pas trop te taxer dans les impôts que tu vas devoir payer. Voilà, je ne sais pas si coach Emma, je t'ai vu sourire à ce niveau. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose sur réinvestir, voilà, ton retour d'impôt. Si tu avais Non, quelque... c'est bon, tu as tout dit. C'est pour ça que moi, j'encourage les femmes à ce qu'elles aient des entreprises qui soient enregistrées. Parce que beaucoup, comme en fait je le mentionnais, et on dit bonjour à Viviane qui nous a rejoint. Et désolé du temps parce qu'on va dépasser un peu, mais juste rapidement, c'est pour vous dire que lorsque vous vous lancez en affaires, enregistrez votre entreprise, que ce soit en auto-entrepreneur ou bien en incorporé. Mais lorsque vous le faites pas et que vous avez des pertes, bah vous pouvez pas déclarer et ça fait que les pertes là, en fait, c'est qu'elles reposent que sur vous. Alors que si vous les déclarez parce que vous êtes enregistré, vous avez beaucoup d'avantages. Alors quand vous faites des ventes, vous allez payer des impôts, mais payer des impôts, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais tout ça pour vous dire que vous vous lancez en business, temps plein ou temps partiel, enregistrer juridiquement votre entreprise. Il y a trop de femmes noires qui font des business en sous-marin. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. En fait, on est là pour vraiment montrer que on est capable de faire de grandes choses et on fait de grandes choses vraiment lorsque c'est cadré juridiquement. Donc, voilà. Merci. Et je Alors, crois que c'est à moi. oui, c'est un point. Il faut être clair avec la loi, il faut être clair avec l'État et ça te permet aussi d'être serein, en fait. Ça te permet d'être tranquille, de savoir que tu as des garde-fous par rapport à ton entreprise. Et ça te protège aussi au niveau voilà, de la loi et devant quiconque. Donc, c'est un peu ça. Donc, mesdames, avez-vous des questions par rapport à ce partage, à cet exposé que qu'on a partagé? Voilà. Avant qu'on ne passe à la dernière partie. Ne me dites pas que nous avons été aussi clairs que ça. C'est pas possible. Ah, il y a Laure qui a ouvert sa caméra. Probablement, ton micro, il est fermé. Ah, peut-être ne voulait pas. Ton micro est fermé, Laure. Est-ce que tu peux l'ouvrir, coach? Normalement, tu peux ouvrir son micro. Ah bon? Oui. Voilà. Bon. Bonjour encore. Bonjour. Vous me suivez? Oui. Oui, on te suit. Ok, j'ai écouté de bout en bout l'exposition sur
enveloppes budgétaires. Et là, vraiment, j'ai une curiosité parce que je pense que ça doit être un système qui doit être un peu plus propre à l'Europe, mais qui peut ne pas être très propre en Amérique. Parce qu'en Amérique, il faudrait que vous ayez des cartes de crédit pour booster votre income si vous avez besoin de certains services. Parce que si vous n'avez pas ces cartes de crédit et que vous ne les utilisez pas, et que vous ne faites pas monter votre income, et là, vous pouvez être en retard. C'est comme pour moi une route inévitable. Ça veut dire qu'il faudrait y arriver parce que moi, j'ai hésité. Donc, ça veut dire qu'on se retrouve à vivre sur crédit et pouvoir le rembourser. À chaque fois, on prend pour pouvoir le rembourser. Et je ne sais pas si dans ce cas, on pourra dire qu'on est endetté, mais justement parce qu'on doit le faire pour booster un income, pour pouvoir réaliser certains projets qui sont inévitables. Donc, c'est comme un chemin inévitable. Parce que si vous voulez avoir certains services en Amérique, vous avez besoin d'avoir cette carte de crédit. Vous avez besoin de la carte de crédit automatiquement. Est-ce que vous, à votre niveau, par rapport à vos expériences, par rapport au coaching que vous avez fait sur les femmes, il y a celles-là qui vous ont dit qu'au niveau de l'Amérique, elles n'ont pas eu besoin comment on appelle ça, de tous ces systèmes établis, mais qui ont eu un income en suivant ce que vous avez présenté comme système d'épargne. Ainsi. Ok, alors, je vais juste reprendre ta question et tu me fais savoir si j'ai bien compris. Tu me dis en Amérique que voilà, avec le système des enveloppes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. C'est ça. Il y a des Non. prestations que tu ne peux pas avoir. Il y a des prestations que tu ne peux ne pas faire. Tu ne peux pas faire si tu n'as pas, si tu n'utilises pas la carte de crédit. Il y a des services que tu ne peux pas avoir à la Oui, suite parce que tu dois booster ton income. Je ne sais pas comment le dire en français, mais tu Oui, dois c'est avoir ça. un petit income. Peut-être, je pense que maman, tu la dois être coach bon payeur, en fait, pour voir. Je sais, voilà. Merci, Laurent. Oui, Ben, c'est quelque chose de propre aux Amériques, c'est vrai. Moi, je l'ai déjà entendu, j'ai déjà entendu ça, et je dirais que je répondrais que voilà, le système en fait des enveloppes, ce n'est pas trop l'enveloppe en soi. Donc, l'argent que tu retires, comme je vous ai fait ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, que moi, chaque mois, je retire la somme qui me sert pour mon mois, pour mes dépenses du mois. Mais pour certaines prestations, voilà, je suis obligée, comme peut-être au niveau de la santé, voilà, quand je vais en pharmacie, je ne vais pas complètement utiliser, totalement utiliser le cash. Mais il y a des prestations, justement, comme tu le dis, qu'il faut utiliser la carte. Le système, en fait, le but, c'est quoi? Ce n'est pas d'éliminer totalement la carte. Moi, je dis, j'avais besoin de quelque chose et justement, les femmes que j'accompagne ont besoin d'éviter, de limiter cette utilisation facile de la carte. OK? Je ne sais pas si je suis en train de répondre à ta question. Quand je parle d'utilisation facile, donc de faire les courses, de faire du shopping, de faire, d'acheter, voilà, des sorties, c'est dans ce sens-là. Mais il est clair que si peut-être tu veux avoir, comment dire, acheter, je ne sais pas, faire un prêt à la banque pour acheter une maison, non, voilà, en fait, il va falloir qu'on voie un peu combien tu gagnes et comment est-ce que tu dépenses. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Laure et la coach Emma a levé la main. Je te laisse la parole. oui, merci. En fait, parce que oui, nous qui sommes en Amérique, et Laure, si tu ne le sais pas, moi, je suis comme toi, je suis au Canada. Donc, j'ai ce système-là avec les cartes de crédit et j'utilise les enveloppes budgétaires. Alors, comment, en fait, j'ai fait pour me construire ce qu'on appelle ici au niveau du score de crédit, donc ma cote de crédit. Parce que je suis aussi propriétaire, j'ai des biens qui sont qui sont dans l'immobilier. C'est de tout simplement, comme l'a dit coach Pulchéry, tes dépenses courantes, donc tes courses, ton épicerie, les loisirs. Nous, on t'encourage à ce que tu utilises
des enveloppes. Après, évidemment, tu dois construire ton score de crédit. Ça, tu le fais quand, par exemple, chez toi, tu dois meubler, tu dois acheter des meubles. Là, tu vas aller utiliser ta carte de crédit et tu vas les rembourser après ta carte, ce qui va en fait travailler ton score de crédit. Mais tu as dit quelque chose, tu as dit que toi, enfin tu as dit on vit, on vit à crédit. L'Amérique du Nord, tu ne vis pas à crédit. C'est-à-dire que tu utilises le crédit à ton avantage. Le crédit, c'est un piège et toi-même, tu sais que quand tu as ta carte de crédit et que tu ne rembourses pas tout, tu as des intérêts de au moins 20%. Et dépendamment des banques et dépendamment des cartes, ça peut être moins, c'est rarement moins, mais ça peut être 20, 25 plus. Donc ça, après, c'est une situation qui est particulière à là où nous vivons, mais il est parfaitement possible que tu combines les deux. Il faut simplement que tu le fasses comme a dit coach, que pour en fait certaines dépenses, c'est la carte de crédit que tu rembourses et que pour d'autres dépenses qui sont les dépenses qui sont essentielles, c'est les enveloppes. Après, ça, c'est une situation où il faut creuser, où en fait, bah, si tu souhaites de l'accompagnement, et on va passer à cette slide-là, donc je vais demander à coach Pulchéry de passer à la prochaine slide, car il est 13h08. Avant qu'on vous dévoile, et Laure, j'espère qu'on a répondu à ta question, mais on va y aller dessus. Avant qu'on vous dévoile les autres stratégies pour en fait financer votre entreprise, parce qu'il n'y a pas que l'épargne, et il y en a deux qu'on a déjà évoqués. On va vous parler rapidement de nos services, car vous savez que nous sommes coach. Donc, vous savez que moi, je m'appelle Emma et que moi, je suis spécialisée au niveau de l'accompagnement en démarrage d'entreprise. Donc, moi, j'aide vraiment les femmes à ce qu'elles puissent construire leur idée de business au niveau du mindset, au niveau de la vision et puis au niveau de la planification stratégique. Ce qui est très, très, très important parce qu'il y a beaucoup de personnes, il y a même trop de personnes qui font ça et que au bout d'un an, elles se sont crashées. Et vous savez que il y a 90% des entreprises, au bout de 2 ans, voire même moins, elles disparaissent parce qu'elles n'ont pas bien préparé au niveau de leur mise en marché. Donc, il y a plein de choses qui sont allées, qui doivent être vues, pardon, et moi, j'accompagne sur ça. Vision et mindset, clarification de l'idée. On va aller chercher c'est qui la cible, les stratégies marketing de vente et je l'ai mentionné, la planification stratégique. Et je vous invite encore à me suivre sur Instagram. Donc, coach, je vais demander de cliquer une nouvelle fois. Et donc, sur Instagram, c'est @dynamiser. Voilà. Donc, je laisse coach Pulchéry se rappeler ses services. Ouais, merci coach Emma. Alors moi par contre, j'accompagne personnellement les femmes dans la gestion de leurs finances euh, en utilisant des stratégies d'épargne, de remboursement des dettes. Donc moi, je m'attarde beaucoup plus sur ces 3 points-ci, stratégie d'épargne, remboursement des dettes et la planification budgétaire. Voilà, donc vous pouvez me trouver aussi sur Instagram avec sur Lady Budgetit, sur YouTube, sur TikTok et sur ma plateforme Facebook en tant que Pulchéry Tango. Voilà. Ah, désolée. Oui, il y a une troisième slide. Il y a une Voilà. slide. Attends, juste si tu peux revenir Désolée. pour essayer de voilà. Vas-y. Voilà.
Voilà, là c'est bon, merci. Alors, comme on vous l'a mentionné et on arrive à la fin de notre masterclass, on vous remercie d'être resté plus longtemps. Il n'y a pas que l'épargne pour financer votre business. On pense toujours c'est mon argent, c'est mon argent. La première chose à faire, il y a l'échange de services. Et moi, perso attends, et moi, personnellement, je l'ai testé. Donc, c'est quoi l'échange de services? C'est que dans votre réseau, il y a probablement des personnes qui offrent les services dont vous avez besoin lorsque vous lancez votre entreprise. Ça peut être le marketing, ça peut être des photos, ça peut être, je sais pas. Et ben, moi, en tout cas, ce qu'on vous invite à faire, c'est en fait d'aller voir ces personnes et de leur dire, bon, toi, tu fais du marketing, moi, j'en ai besoin pour mon entreprise. Et moi, par exemple, bah, je fais du traiteur. Donc, on fait un échange de services. Tu fais ma stratégie marketing peut-être pour 3 mois. Et moi, toi, si tu as un événement au niveau du traiteur, bah en fait, je te fais ça gratuitement ou bien bah je te fais ça à moitié prix. Donc ça, c'est l'échange de services et c'est vraiment très important. Vous ne déboursez rien et c'est donnant-donnant pour vous et pour l'autre personne. Après l'échange de services, on l'a mentionné tantôt, il y a les bourses via les concours. Je sais qu'actuellement, la plupart d'entre nous sommes en Occident. Donc, en Occident, il y a beaucoup de concours au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, et il y a des bourses. Donc, les bourses, c'est quoi? Ce ne sont pas des subventions, ce sont des bourses. C'est-à-dire que vous gagnez un prix et puis l'argent, vous en faites ce que vous voulez. Mais bien évidemment, l'argent, on vous conseille de le prendre pour aller financer votre entreprise. Donc, il y a les bourses via les concours. Ensuite, le troisième point, je pense qu'on l'a évoqué, euh, les tontines, nous sommes des femmes afro et c'est très traditionnel chez nous, dépendamment des cultures. Après, je sais que les tontines, il faut vraiment s'entendre avec les gens et tout ça, mais ça, c'est un autre aspect. Mais les tontines, c'est un bon moyen de financer votre entreprise. Après, il faut prendre en compte que lorsque vous rentrez dedans, faut rester jusqu'au bout pour que vous bah, jouer votre part également. Donc, il y a les tontines et le dernier point, c'est ton bien immobilier. Alors ça, on n'y pense pas beaucoup, mais si vous êtes propriétaire, vous pouvez financer votre entreprise en, en hypothéquant votre maison, par exemple, ou en faisant ce qu'on appelle du refinancement. Par exemple, vous avez un appartement, ça fait peut-être 2 ans que vous l'avez, ça va bien, et vous dites, bon, bah, moi, je vais aller voir ma banque et je vais lui dire, j'ai besoin de faire des rénovations dans mon appartement. Donc, avec la banque, vous négociez et elle vous donne un 5 000 $, voire un 5 000 €, parce qu'on est sur deux monnaies. Et en fait, bah, ces 5 000 €, au lieu de les mettre dans vos rénovations, vous pouvez les mettre dans votre et en fait bah vous pouvez les mettre dans votre entreprise. Ça c'est quelques stratégies, je ne vous dis pas de le faire, mais c'est des choses qui sont possibles et que des personnes font. Donc là, ça, c'était vraiment juste en plus des pistes pour que vous puissiez financer votre entreprise. Donc voilà, coach, je pense que Oui, on a bon, terminé. Alors, cette question, je pense qu'on a posé toutes les questions et on voudrait juste vous dire, mesdames, vraiment merci
Merci de nous avoir, voilà, d'avoir accepté cette invitation, d'avoir participé à ce masterclass. N'hésitez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Et pour celles-là qui veulent aller loin, voilà, on vous a présenté nos offres et vous n'avez qu'à nous contacter et voilà, on se prendra un appel pour en discuter. Et oui, coach. Non, je voulais juste, ouais, je voulais juste demander s'il y a des questions. S'il y a des questions, parce il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints, MacBook Air. Est-ce que c'est possible? Alors, si vous avez des questions, euh, j'aimerais j'aimerais savoir, mais je pense elles sont parties. Euh, alors oui, bah, MacBook Air, tu avais eu une question. Euh, t'as ouvert ta caméra, je vais poser ma question après. D'accord, bonsoir à tous. Excusez-moi pour le retard. Je suis Danielle Bonham, je suis coach business et artiste musicienne aussi. Je viens d'immigrer pour le Canada et vous avez Nous sommes parlé. des Canadiennes là. Comment on peut arriver là-bas? Nous aussi, on va arriver. Il faut nous faire un cours pour ça. Bon, vas-y, c'était juste. D'accord, le moment viendra. Alors, ma question était au niveau du fonctionnement du crédit, en fait. Ça, c'est un aspect qui m'a intéressée. Le fonctionnement du crédit ici au Canada. J'entends tout le monde parler de la cote de crédit. Je comprends que dalle, vraiment rien du tout. Donc, quand on vient d'arriver, comment est-ce qu'on peut gérer, je sais pas, sa cote de crédit? Je sais pas. C'est quoi exactement, concrètement? Ah, alors ça, c'est vraiment deep. Alors, mais simplement pour aller rapidement, Daniel, je pense que tu viens d'un système qui est peut-être européen où en fait, c'est déconseillé d'avoir des crédits. Sauf que ici, c'est encouragé. En fait, le crédit, ça montre que enfin, quand tu as des crédits, ça montre que tu es en capacité de les rembourser. Et en fait, ça fait que ta note de crédit, donc ton score de crédit, monte parce que plus tu as de crédits, de bons crédits, et plus tu les rembourses, et plus ton score monte, et plus ça montre en fait, et plus ça montre à la banque que tu es une personne qui est solvable. Mais ça dépend des crédits. Si tu prends des mauvais crédits, comme il y a des personnes qui font leurs courses avec que des cartes de crédit et qui remboursent pas ou qui remboursent une toute petite somme, ça va baisser ta note de crédit. Donc, en fait, la carte de crédit, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser stratégiquement. Mais simplement pour ne pas t'embrouiller, c'est pour te dire qu'il faut que tu aies ta carte de débit, ta carte de crédit. Et moi, ce que je conseille, c'est que ta carte de crédit, tu l'utilises pour les gros achats, comme par exemple, tu as des meubles à acheter ou si tu achètes une voiture, tu payes avec ta carte de crédit, mais que même pas une semaine après, tu rembourses avec de l'argent que tu as sur ton compte. Parce que le piège du crédit, c'est qu'il y en a beaucoup, ils utilisent la carte de crédit, mais ils n'ont pas l'argent disponible. Et c'est là où la banque voit que tu n'es pas solvable et là, ton score de crédit plonge. Donc, si tu veux acheter une maison et tout ça, oublie. Donc, c'est un peu ça le système, mais on pourra en parler un peu plus profondément parce que je m'y connais un peu, mais j'espère que j'ai répondu au moins à ta question. Oui, merci. C'est un peu plus clair maintenant. Merci. Bonjour, coach plus chéri. Daniel, comment tu vas? Je vais super bien, merci. Donc, voilà.
Mais moi, j'encourage souvent les gens de ne pas faire de crédit. Les crédits, c'est trop de stress. Si il est possible, je vais juste rebondir sur ce que Kochema a dit. Faites de bons crédits. Les cartes à la consola, oubliez ça. Fais le crédit pour acheter ta maison. Fais le crédit pour, voilà, pour booster pour lancer ton entreprise. Et sachant que derrière, tu dois bosser pour rembourser, en fait. Faites de bons crédits. Ne prends pas de crédit parce que tu vas acheter un sac Gucci. Non. Pardon, mesdames. Évitons ça. Mieux, tu épargnes doucement, doucement, petit à petit, et tu t'achètes ton sac si tu veux vraiment avoir ce sac-là. Mais n'utilisez pas vos cartes de conso, ces crédits à la conso-là voilà, pour vous mettre d'autres stress. Déjà que la vie en elle-même n'est pas facile, quoi. Voilà. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, avec les cartes de crédit, en fait, ici, avant que tu prennes un crédit pour ta maison, il doit voir si tu es solvable et il s'intéresse à ta carte de crédit. D'accord. Toi, en fait, tu dis les crédits à la consommation, c'est autre chose que ta carte de crédit. Mhm. Parce que quand tu ouvres un compte en banque, on te donne une carte de débit, comme il y a en Europe, mais tu as une carte de crédit automatiquement qui part avec. Oh, C'est le système qui est comme ça. Et donc, la carte de crédit, c'est comme, en fait, je disais, il faut juste l'utiliser pour les gros achats. Tu payes par carte de crédit comme, par exemple, des meubles. Tu les payes 1000 dollars, mais tu sais que ces 1000 dollars, euh, enfin, que tu dépenses avec ta carte de crédit, tu les as sur ton compte. c'est des débits. Donc, quand D'accord. tu payes les 1000 dollars par carte de crédit, 2 jours après, tu fais ton virement de ton compte chèque sur ton compte crédit. Comme ça, tu es tranquille. Et la banque voit que tu utilises ta carte de crédit et vu que tu rembourses vite, tu es solvable. Après, il y a d'autres choses où c'est plus où il y a les crédits à la consommation, mais ça, c'est une autre catégorie. Merci, Merci, euh, oui, Aïssatou. Aïssatou. Mais bon, je vais arrêter et puis je vais laisser Rachidata poser sa question. Parce qu'il est quand même 13h24, on est en retard. Alors, merci déjà, très belle présentation. Le contenu était vraiment incroyable. Alors, une question par rapport à la tontine, ça a attiré mon attention parce qu'il y avait un spécialiste qui avait fait écho par rapport à la tontine. Et, pour le contexte canadien, est-ce que déjà c'est légal? Et quand on veut se lancer dans la tontine, parce que je fais partie aussi d'une catégorie qui font la tontine, c'est est-ce que oui, si on doit avoir des personnes de confiance, est-ce qu'il y a un moyen, un système, là c'est les compétences de la spécialiste en finance, pour légaliser, pour le rendre beaucoup plus pratique en mode comme les banques, mais pas forcément officiel, mais comme des applications, au moins c'est sûr que ben s'il y a un conflit, s'il y a quelque chose, je sais pas, je dis ça comme ça en termes de perspective, mais en même temps aussi pour une question de légalité, comment on peut essayer de voir Alors, ce... il est tout simplement judicieux lorsque vous avez une tontine. Voilà, vous faites la liste de tous les participants. Vous devez faire aussi ce qu'on appelle un règlement, un règlement de votre réunion. Si tu ne payes pas, comment est-ce que tu peux, voilà, on pourra procéder pour récupérer l'argent que toi tu as déjà gagné. Et maintenant, avec ça, vous pouvez aller le légaliser au niveau peut-être de la police, de la gendarmerie, quelle que soit la structure autoritaire. Moi, je parle de l'Europe, des Amériques, parce que je sais qu'il y a des gens qui font ça. Il y a des Chinois qui fonctionnent comme ça. Il y a même aussi un groupe camerounais qui fonctionne comme ça, voilà, qui ont cette tontine-là et qui ont légalisé leur tontine de telle sorte que s'il y a un problème, si quelqu'un n'est pas, après avoir bouffé, ne veut pas cotiser pour les autres, voilà, il encourt des sanctions pénales, voilà. Donc, il faut toujours, parce qu'on dit, oui, il faut des gens de confiance, on doit s'entourer des gens de confiance, mais après tout, nous sommes des hommes. Il peut Ouais. arriver, là,
cette personne change d'avis alors que c'était vraiment une personne de confiance et que demain, voilà, on ne sait jamais, il arrive que, voilà, il retourne sa veste, comme on le dit souvent, et ça devient une autre personne. Donc, il est mieux, surtout quand c'est une tontine où nous ne sommes pas de la même famille, quand je parle de même famille, donc d'une descendance familiale, d'un même ADN, voilà, de faire ce genre de sécurité, Mhm. de sécuriser ainsi, ouais. Merci. Merci à toi, Rachida. J'espère que je prononce bien. Rachidata. D'accord, c'est correct. D'accord, merci. Merci. Coach Emma, je vais te laisser alors conclure notre masterclass et je vais juste te dire aux dames, vraiment, merci encore. Merci d'avoir pris de votre temps. Merci d'avoir, on avait dit 1 heure, mais nous sommes au-delà. Merci vraiment. Et j'espère que à la prochaine, voilà, on aura encore d'autres masterclass de ce genre. Ok. Bah, je pense que tu as tout dit. On vous remercie. Mesdames, vous allez recevoir par courriel votre planificateur budgétaire mensuel gratuit. On vous invite aussi dans ce courriel à ce que vous complétiez un petit sondage. Et évidemment, vu que c'est enregistré, et comme je pense à Daniel qui est arrivé en retard ou à Viviane, d'ailleurs, Viviane, je viens de t'envoyer un petit message parce que je retrouve pas ton adresse mail. Donc, si tu peux me dire c'est laquelle et on va vous envoyer aussi l'enregistrement de la masterclass si coach chéri, tu es d'accord pour que bah, vous puissiez regarder encore et encore et que les astuces, vous les adaptiez. Et bien évidemment, nous sommes disponibles. Vous avez nos informations dans les courriels. Alors, on vous souhaite un bon samedi soir, bon samedi après-midi et un bon dimanche. Soyez chacune bénie. Merci, merci.